À Puerto Chacabuco, les premières lueurs de l'aube se glissaient sur l'eau, un froid glacial qui s'installait jusqu'aux os. Don Ernesto effectuait son pèlerinage quotidien le long du rivage rocailleux, son souffle perçant l'air glacial tandis qu'il inspectait chaque filet de pêche. À 65 ans, sa démarche était plus lente, ses pas moins assurés que par le passé, mais le rythme inflexible de la routine le propulsait avant que le soleil n'ose se lever au-dessus des sommets lointains. Il était seul depuis que la mer avait emporté sa femme bien-aimée, 5 hivers auparavant. Désormais, sa modeste maison en bois blanchi à la chaux était sa seule compagne, ses fenêtres encadrant la marée agitée. À l'intérieur, un lit simple, une table patinée par le temps, quelques assiettes ébréchées et la vieille radio, qui crépitait pendant les longues nuits solitaires remplissaient la modeste demeure. Ses enfants, attirés depuis longtemps par la promesse d'opportunités à Santiago, envoyaient de l'argent dès qu'ils le pouvaient, les visites, cependant, étaient rares. Ce matin fatidique, alors qu'il contournait une petite crique, quelque chose d'inhabituel flottait sur les vagues. Il crut d'abord à du bois flotté ou à des débris, mais en s'approchant, son cœur battait fort. C'était une minuscule barque de pêche, de celles construites pour les criques abritées, et à l'intérieur reposaient deux nouveau-nés ou des sœurs enveloppées dans des couvertures trempées, dormant côte à côte. Autour de chaque cou délicat était suspendu un médaillon humide, Alma et Clara. Leur respiration s'écoulait à un rythme doux et miraculeux. Le port était désert. Seul le calme incessant de la mer et le cri lugubre des mouettes troublaient le silence. Les mains d'Ernesto tremblaient tandis qu'il soulevait les fragiles jumeaux, leur peau fraîche et tremblante contre ses paumes rugueuses. L'un d'eux ouvrit un œil curieux, et à cet instant, quelque chose changea dans son cœur, un amour féroce et protecteur s'épanouit, spontanément. Entre les plis d'une couverture, il découvrit une lettre tachée d'eau. Bien que l'encre fût presque entièrement floue, il distinguait des fragments de mots suppliants. La panique le submergea, et si quelqu'un venait le chercher? Et si ses enfants lui étaient arrachés des bras? Avec une résolution tremblante, il gratta une allumette et regarda le papier humide se réduire en cendres, emporté par une rafale de vent salé. Berçant ses fillettes, il se précipita chez lui, l'inquiétude et l'émerveillement s'entremêlant dans son esprit. Bien qu'il ne connaisse rien aux soins des nourrissons, une voix intérieure le poussait à aller de l'avant. Il se souvint de sa voisine, Sonora Carmen, mère de cet enfant, dont la sagesse avec les enfants était reconnue. Sans hésiter, il frappa à sa porte. « Carmen, aide-moi, s'il te plaît » cria-t-il. Elle répondit, les yeux embrumés, jusqu'à ce que son regard se pose sur les petites sœurs. Ses mains volèrent vers sa bouche. « Dio mio, Ernesto » murmura-t-elle. « Où as-tu trouvé ces petits anges ?»« Dans la mer » répondit-il simplement. Ils étaient seuls. Je ne pouvais pas les laisser. Aucune question ne suivit. Ensemble, ils fabriquèrent des berceaux de fortune avec des caisses en bois, les garnirent de couvertures propres et préparèrent du lait chaud, nourrissant les nourrissons avec précaution et au compte-gouttes jusqu'à ce qu'ils boivent avec appétit, comme s'ils se sentaient en sécurité pour la première fois. Pendant des jours, Ernesto les quitta à peine. Il apprit l'art de changer les couches, d'apaiser les gémissements en les berçant doucement, de chronométrer le biberon suivant. Bien que Carmen le guide, il insista pour maîtriser chaque tâche lui-même, comme si l'acte de prendre soin allait donner un nouveau sens à son âme. Une semaine plus tard, il alla trouver Padre Miguel, le curé du village, un homme bienveillant et respecté de tous. « Père, dit Ernesto, le regard ferme et convaincu, je souhaite enregistrer ces filles comme mes petites filles. Dites-leur quelles sont les filles de mon fils, mort dans un terrible accident. » Le père Miguel l'observa et, voyant l'amour indéfectible reflété dans le regard d'Ernesto, accepta de l'aider. Grâce à l'influence discrète du prêtre et à ses contacts fiables, des documents furent falsifiés, Alma et Clara Mendoza, officiellement sa famille. À Puerto Chacabuco, personne ne doutait de l'intégrité de Don Ernesto, personne ne remettait en question la véracité de sa dévotion. Les mois passèrent. Sous sa protection, les jumeaux s'épanouissaient, les joues roses et pleines de vie. Sa maison autrefois vide résonnait désormais de rire, du doux roucoulement du bonheur infantile, de l'odeur du lait chaud fumant dans l'air nocturne. Il leur chantait de vieux chants de marins de sa jeunesse, leur murmurait des histoires de vagues déferlantes et d'horizons lointains. Jamais il ne regretta la fin fulgurante de la lettre, dans ses bras, il tenait tout ce qui comptait. 15 ans plus tard, le souvenir de ce matin-là était toujours aussi vif. Les nourrissons, devenus des adolescents pleins d'entrain, emplissaient chaque recoin de sa vie d'une énergie débordante. Alma, avec ses longs cheveux bruns attachés en queue de cheval, ses yeux verts étincelants de curiosité, était l'aventurière invétérée,
avide d'explorer au-delà des quais et d'apprendre le nom de chaque pêcheur sur la jetée. Clara, les cheveux dénoués en cascade autour de son visage pensif, le regard plus sombre attentif aux subtilités du monde, trimbalait un carnet de croquis partout et répétait des mélodies à la guitare avec une tendre dévotion. Chaque après-midi, après leur corvée, elles se réunissaient dans la petite cour, guitare à la main, leurs voix s'entrelaçant en harmonie qui résonnaient dans les rues du village. Le week-end, elles se produisaient sous la vieille fontaine de la place, leurs chapeaux tendus pour les pièces offertes par les passants ravis non pas pour l'argent, mais pour le pur plaisir de partager la musique. Doña Rosa réclamait des rancheras, dont Carlos réclamait les chansons folkloriques de Violeta Parra et les sœurs riaient, répondant à chaque demande avec une aisance joyeuse. La vie à Puerto Chacabuco restait simple mais riche. Les filles fréquentaient l'école locale où Alma excellait en sport et en sciences naturelles, Clara excellait en art et en littérature, aidant à la maison et prenant soin de leur grand-père octogénaire lorsque sa mémoire vacillait. Pourtant, une douleur sourde persistait dans leur cœur, l'absence de photos d'enfance, le mystère de parents jamais évoqués. Lorsqu'elles insistaient auprès d'Ernesto, il changeait gentiment de sujet, préservant leur innocence des chagrins passés. Ainsi, sous le ciel infini et le long du rivage clapotant, le cœur de Don Ernesto battait de gratitude. La mère lui avait donné une seconde chance, et dans les yeux brillants d'Alma et de Clara, il découvrait un avenir plus brillant que les profondeurs les plus sombres de l'océan. Tard dans l'après-midi, tandis que la lumière dorée filtrait par la petite lucarne, ils s'attelèrent à ranger les malles poussiéreuses et les souvenirs oubliés. Cachés sous des couvertures mitées et des lettres fragiles, ils découvrirent une petite boîte en bois dont ils ne reconnurent pas le contenu. À l'intérieur se trouvaient des vêtements de bébé délicatement brodés ou doux comme des nuages, ornés d'une dentelle plus élégante que tout ce qu'ils avaient porté dans leur enfance. Nichés parmi les robes délicates et les minuscules chaussons se trouvaient 2 médaillons, dont la surface brillait faiblement dans la douce lueur du coucher de soleil. Clara leva son médaillon à la lumière et sourit, émerveillée. Le métal était chaud sous ses doigts, et au centre de chaque disque, quelqu'un avait inscrit leur nom en une écriture gracieuse et en boucle. « Regardez comme c'est beau », murmura-t-elle, sa voix résonnant d'étonnement. Elle ajouta d'une voix douce, « Si nous étions si pauvres à la naissance, comment avons-nous pu posséder de tels trésors ?» La question tremblait sur ses lèvres, l'une des nombreuses qui encombraient désormais leur cœur, mais aucune réponse ne vint. Sentant leur agitation grandissante, Don Ernesto intervint par de douces distractions. Il les conduisit par des sentiers sinueux jusqu'au rivage, où les vagues clapotaient à leurs pieds et où des brises salées leur ébouriffaient les cheveux. Il leur apprit à sculpter des motifs dans le sable mouvant et à repérer les plus petits coquillages cachés parmi les galets. Pourtant, chaque fois qu'il les regardait serrer leurs médaillons dans ses bras, chaque fois que Clara ou Alma pressaient le métal lisse contre leur poitrine, il sentait le poids de son secret retomber sur ses épaules. Il savait qu'un jour la vérité devrait être dite. Mais chaque fois qu'il prononçait ces mots, une peur intense le submergeait. Et si, en apprenant qu'elles n'étaient pas ses petites filles biologiques, elles se détournaient, trahissant ? Leur amour pour lui perdurerait-il ? Resterait-elle à ses côtés, ou disparaîtrait-elle à la poursuite d'une famille dont il avait caché l'existence ? Nuit après nuit, ses pensées le tourmentaient, aussi implacables et spontanées que les marées elles-mêmes. Puis vint le samedi de la foire de printemps à Puerto Chacabuco, une journée ensoleillée et colorée. La place centrale regorgeait d'étals débordant d'artisanat, de produits frais locaux et de l'irrésistible parfum d'empanadas frites et de sopepillas dorées. Alma et Clara se préparaient pour leur spectacle avec une révérence réservée aux rituels sacrés. Vêtues de robes de coton blanc simple méticuleusement cousues par les mains expertes de Doña Carmen et ornées de couronnes de fleurs sauvages entrelacées dans leurs tresses, elles incarnaient la pureté et la grâce. Leur guitare, tendue et polie jusqu'à leur donner un éclat délicat, reposait à leurs pieds. Pendant des jours, ils avaient répété un nouveau répertoire, entremêlant compositions originales et mélodies traditionnelles, jusqu'à ce que chaque chanson semble attendre que leur voix la libère. Ils avaient choisi leur place près de la vieille fontaine en pierre, où les murs incurvés portaient le moindre murmure sonore aux 4 coins de la place. Don Ernesto prit place sur un banc à proximité, serrant sa thermos de thé fumant, la fierté rayonnant dans son sourire satisfait. Alors que le soleil de l'après-midi disparaissait à l'horizon, projetant de longues ombres sur les pavés, Alma leva la tête et salua la foule rassemblée. « Bonjour, mes amis », lança-t-elle d'une voix claire et assurée. « Nous sommes les sœurs Mendoza, et nous souhaitons partager avec vous quelques chansons nées du cœur. » Avec cela, les doigts de Clara trouvèrent les premiers accords de La femme qui pleure, et leurs voix s'élevèrent ensemble dans un duo enchanteur. Alma portait la mélodie avec une passion riche et vibrante, Clara tissait ses harmonies comme des fils de soie, faisant frissonner chaque auditeur. Lentement,
un cercle se forma autour d'eux, touristes et citadins confondus, attirés par l'émotion brute de leur chant et par les médaillons jumeaux qui dansaient dans la lumière de l'après-midi. Parmi les spectateurs se tenait un jeune photographe, son appareil à hauteur d'yeux. Captivé par le lien tacite qui unissait les sœurs, par la compréhension mutuelle de leurs regards, il ne pouvait détacher son regard. Sans même demander la permission, il commença à prendre des photos, figeant Clara en plein crescendo, le visage illuminé d'intensité, et capturant le sourire lumineux d'Alma saluant les applaudissements. Lorsque leur dernière note retentit et qu'ils entonnèrent une cueca endiablée, la place explosa d'acclamations. Pièces et billets se déversèrent dans le chapeau tressé à leurs pieds. Des inconnus affluèrent pour les féliciter, implorant un rappel. Le photographe, les joues rouges d'excitation, s'approcha humblement. « Pardonnez-moi, dit-il, mais vos voix m'ont tellement ému que je n'ai pu résister à l'envie d'immortaliser votre beauté. » Il leur montra les photos au dos de son appareil, des images si vibrantes et vivantes qu'elles semblaient avoir été peintes par le pinceau d'un artiste. « Elles sont magnifiques, souffla Clara, les yeux brillants. « Tu nous les enverras » demanda Alma avec empressement. Le jeune homme nota le numéro de téléphone de Don Ernesto et promit de partager chaque photo. Pourtant, avant de partir, il en publia une en ligne, avec la légende suivante, du pur talent à Puerto Chacabuco. Les voix de ses sœurs touchent l'âme. Presque aussitôt, la photo a commencé à circuler, les likes et les commentaires fleurissaient comme des fleurs sauvages sur l'écran. De retour à Santiago, Silvana Riva était assise dans son cabinet, parcourant des piles de dossiers tout en sirotant son café de l'après-midi. Une notification retentit sur son téléphone, une amie avait partagé la photo de deux jeunes femmes éthérées, leurs médaillons scintillant tels de petits mystères au soleil. Bien que distraite au début, le regard de Silvana se fixa sur l'image. Son pouce accéléra tandis qu'elle agrandissait le cadre, se concentrant sur ses pendentifs identiques. Les doigts tremblants, elle fouilla ses archives jusqu'à ce qu'elle déterre le dossier de la disparition des jumelles Guerrero datant de 2009. Les photos étaient sans équivoque, les mêmes médaillons, la même écriture délicate. « C'est impossible », murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Mais plus elle comparait, plus les preuves s'accordaient. Le temps filait tandis qu'elle recoupait les dates et les descriptions. À l'aube, elle avait déjà fait ses bagages, le cœur battant, en route pour Puerto Chacabuco. Le voyage de 4 heures de Silvana fut empli d'une impatience anxieuse. Elle répéta ses premiers mots, décidant de les aborder en admiratrice de la musique locale, ne révélant sa véritable intention qu'après en avoir la preuve en main. Arrivée dans la ville côtière sous le soleil éclatant de midi, elle s'installa dans l'unique auberge, un havre de paix perché au-dessus de la mer agitée. L'aubergiste, une femme bienveillante aux joues roses, l'accueillit chaleureusement. « On ne reçoit pas beaucoup de visiteurs en semaine », dit la propriétaire en lui remettant les clés. Silvana força un sourire. « Je suis ici pour le travail », mentit-elle légèrement. Quelques-unes d'entre nous voulaient faire une pause. Elles m'ont parlé de sœurs qui chantent comme des anges. À l'évocation de leurs noms Alma et Clara, Silvana sentit un frisson la traverser. La preuve qu'elle cherchait se trouvait juste au-delà de l'horizon, attendant enfin d'être révélée. Il passa tout l'après-midi aéré dans le port, son regard allant d'un navire usé à l'autre, comme à la recherche d'une vérité cachée. Il observa Don Ernesto, agenouillé près des quais, réparant habilement ses filets, le mouvement rythmé du fil à travers les mailles ponctué par les rires discrets des sœurs à ses côtés. Leur bavardage flottait dans la brise marine léger, spontané, tout à fait sincère et, l'espace d'un instant, il se demanda s'il faisait vraiment le bon choix. Le lendemain matin, une foire animée du samedi remplissait la place de la ville de stands animés et de curieux. Silvana se glissa dans la foule et regarda les sœurs monter sur l'estrade improvisée. Son instinct professionnel s'aiguisa, elle scruta chaque mouvement, chaque regard, espérant confirmer ou dissiper ses soupçons les plus profonds. Lorsque les sœurs soulevèrent leurs médaillons, elle se figea, ils étaient identiques à ceux qu'elle avait vus dans le dossier. Le métal reflétait la lumière, révélant la même gravure subtile et, à cet instant, elle reconnut dans leur visage une ressemblance avec des photographies de parents perdus de vue depuis longtemps. Après leur prestation, elle s'approcha d'eux avec un sourire chaleureux. « Vous chantez magnifiquement, dit-elle. Je suis avocate à Santiago, mais j'ai fait tout ce chemin pour vous entendre, j'ai vu une vidéo en ligne. » Alma, extravertie jusqu'ici, rayonnait. Quel honneur! On ne savait pas qu'on était célèbre. Clara, plus réservée, esquissa un sourire timide, tout en observant Silvana avec une curiosité discrète. « Veux-tu prendre un café avec moi » demanda Silvana en désignant le petit café de l'autre côté de la place. Don Ernesto l'observa,
sans se douter de rien, et hocha doucement la tête. Devant des tasses de café au lait fumant, Sylvana se pencha. « Parlez-moi de vous », l'invita-t-elle nonchalamment. Les sœurs échangèrent un regard. « Nous avons toujours vécu ici », commença Alma. « Nous avons grandi avec notre grand-père », ajouta Clara d'une voix plus douce. Un silence gêné s'installa, Clara baissa les yeux et le sourire d'Alma s'effaça. « Nos parents sont morts quand nous étions très jeunes », expliqua Alma d'une voix tremblante. « Grand-père n'aime pas en parler. » Sylvana sentit la tristesse transparaître dans leurs paroles, mais sous-jacente se cachait une curiosité insatiable, comme si elles aussi soupçonnaient que leur propre histoire était incomplète. Les jours suivants, elle s'attarda en ville, gagnant leur confiance. Ensemble, elles flânèrent le long du rivage, Sylvana écoutant leur mélodie de guitare tandis que le soleil disparaissait à l'horizon. Elle apprit qu'Alma nourrissait des rêves de voyage à travers le monde, son esprit aventurier se transmettant par des accords clairs et vibrants, tandis que Clara, pensive et introspective, tissait des mots en paroles tendres. Un après-midi, alors qu'elle s'arrêtait près de la jetée dévastée, Clara posa une question qui prit Sylvana au dépourvu. « Crois-tu qu'il soit possible de vivre sans connaître toute la vérité sur sa propre vie » demanda Clara, sa voix à peine supérieure au clapotis des vagues. « Pourquoi demandes-tu cela » rétorqua doucement Sylvana. Le regard de Clara se porta vers l'horizon. « Parfois, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, comme si un chapitre de notre histoire avait été arraché. » Alma hocha la tête, l'air grave. « Exactement, » murmura-t-elle. « C'est comme un écho dans ma mémoire. » À cet instant, Sylvana comprit qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle avait rassemblé suffisamment de preuves pour croire que ses sœurs étaient les jumelles disparues de l'affaire Guerrero, une révélation qui allait changer leur vie à jamais. Rassemblant son courage, elle dit d'une voix tremblante, « J'ai quelque chose de très important à te dire. Mais d'abord, promets-moi de tout entendre. » Les sœurs échangèrent des regards à la fois craintifs et pleins d'espoir. « Que se passe-t-il » demanda Alma. Sylvana prit une profonde inspiration. « Je crois savoir pourquoi tu ressens ce vide, et je crois savoir qui tu es vraiment. » Sylvana retourna à Santiago, se promettant de découvrir les dernières pièces du puzzle. Dans son bureau, elle étudia le dossier Guerrero jusque tard dans la nuit, fit procéder à des analyses ADN et prépara les documents juridiques qui révéleraient la vérité. Puis, un mardi soir calme, son téléphone vibra et un message anonyme lui parvint. « Je dois te parler des jumelles Guerrero. J'ai des informations qui pourraient tout changer. Je ne peux pas révéler mon nom ici. Retrouve-moi demain à 18h, au café au coin de ton bureau. Je porterai un foulard rouge. » Le lendemain, Sylvana arriva tôt et surveilla la porte. À 6 heures précises, une femme âgée entra en traînant les pieds, un foulard rouge encadrant ses cheveux grisonnants. Ses mains tremblaient tandis qu'elle serrait une tasse de thé. « Êtes-vous Sylvana Riva » demanda-t-elle à voix basse. « Oui » répondit Sylvana, le cœur battant. « Et vous ?»« Teresa Moral » dit la femme. « J'ai travaillé pour la famille Warrior pendant 20 ans. J'étais là le jour de la naissance des jumeaux et le jour de leur disparition. » Sylvana sortit son enregistreur. Teresa hocha la tête, les yeux brillants de peur. « J'ai gardé ce secret pendant 15 ans, murmura-t-elle, mais quand j'ai vu ses sœurs de Puerto Chacabuco aux informations, j'ai su que je devais parler. » Elle raconta donc tout à Sylvana, les finances désespérées de la famille Guerrero, le sombre projet de Don Ricardo de vendre ses propres filles, le combat voué à l'échec de Doña Patricia et la lettre clandestine cousue dans la robe de son bébé, et la course-poursuite effrénée sur les quais qui laissa Patricia inconsciente sur le rivage sans ses filles. « Elle ne les a pas tuées » dit Teresa, les larmes aux yeux. « Elle les a sauvées, les a mises à flot dans une petite embarcation pour leur donner une chance. » Don Ricardo étouffa les pistes, prétextant la folie et la disparition, mais Teresa avait tout vu. « Ces filles méritent leur histoire » conclut-elle d'une voix ferme. « Et leur mère mérite justice. » Sylvana éteignit l'enregistreur, les mains tremblantes. La vérité était bien plus sombre qu'elle n'avait osé l'imaginer, et infiniment plus puissante. Le lendemain matin, les résultats ADN arrivèrent, prêts à briser le passé et à illuminer un nouveau départ. Sylvana lut les résultats 3 fois avant de composer Puerto Chacabuco de ses doigts tremblants. Ses mains tremblaient à chaque chiffre du numéro de Don Ernesto. Lorsqu'il répondit enfin, elle murmura « Don Ernesto, c'est Sylvana. Veuillez vous asseoir. » Elle marqua une pause, reprenant ses forces. « Les analyses ont confirmé ce que nous craignions, Alma et Clara sont les jumelles disparues de l'affaire Guerrero.
Un silence grésilla sur la ligne. Enfin, un lent soupir entrecoupé, « Je savais que ce jour viendrait », murmura don Ernesto. Que va-t-il se passer maintenant? J'ai besoin que tu viennes à Santiago avec les filles, dit doucement Silvana. Leurs parents biologiques ont le droit légal de les récupérer, et il y a des procédures à suivre. Mais je te promets que je me battrai pour toi. Cet après-midi-là, Silvana retourna vers Puerto Chacabuco, chaque kilomètre parcouru pesant d'angoisse. Elle sentait chaque virage lui faire mal au cœur. Arrivée à la Maison Bleue au crépuscule, les sœurs étaient assises dans la cour, accordant leur guitare dans la lumière déclinante. Don Ernesto sortit de la maison, les yeux rouges. Silvana se pencha et murmura, « Comment leur dire que toute leur vie est bâtie sur un mensonge ?» Les cœurs ne sont pas bâtis sur des mensonges, répondit-il fermement. Ils sont bâtis sur l'amour, et ils le comprendront. Ils se rassemblèrent autour de la table de la cuisine, la lampe jaune projetant de chaleureux halos sur leur visage. Don Ernesto joignit les mains comme pour prier. Silvana déposa les documents devant elle et prit une profonde inspiration. « Les filles, commença-t-elle, les analyses confirment ce que je vous ai montré, vous êtes Alma et Clara Guerrero, les jumelles disparues il y a 15 ans. » Clara se couvrit la bouche sous le choc, Alma resta immobile, absorbant la vérité. « Alors ? Don Ernesto n'est pas vraiment notre grand-père, demanda finalement Alma. Des larmes coulèrent sur ses joues burinées. Pas de sang, mes chéris, s'étrangla-t-il, mais du cœur. Je vous ai trouvé flottant dans une petite barque, bébé, seul, abandonné. Je n'ai jamais lu la lettre qui vous accompagnait, j'avais peur qu'on vous emmène. Silvana parla doucement, cette lettre contenait la vérité, ta mère biologique t'a placé là pour te sauver de son propre père, qui avait l'intention de te vendre pour payer ses dettes. Les larmes de Clara coulaient à flots. Notre mère est vivante, poursuivit Silvana, mais elle est internée en hôpital psychiatrique depuis 15 ans. Son mari l'a fait interner après ta disparition. Alma se leva brusquement de sa chaise. On dirait un cauchemar. Don Ernesto lui prit la main. Je sais que c'est bouleversant, murmura-t-il d'une voix brisée. Mais chaque jour passé avec toi a été le plus heureux de ma vie. Tu m'as donné un but alors que je n'en avais aucun. Silvana attira les sœurs vers elle. Je vous expliquerai la procédure judiciaire demain, mais sachez que je défendrai vos intérêts de toutes les manières possibles. Et si on ne veut pas les accompagner, demanda Alma, les larmes aux yeux. Ils vont demander ta garde, dit Silvana. Tu as 15 ans, tes souhaits compteront. Mais je ne peux rien promettre au juge. Cette nuit-là, les sœurs restèrent éveillées, murmurant dans l'obscurité tandis qu'elles assimilaient leur nouvelle réalité. Don Ernesto, assis près de la fenêtre de la cuisine, contemplait la mer sous un ciel étoilé. Il se souvenait du matin où il avait trouvé les nourrissons, flottant comme guidés par une main invisible. Son seul regret était de ne pas avoir appris la vérité plus tôt, peut-être les aurait-il protégés avec encore plus de ferveur. Le dimanche matin, tous trois emballèrent leurs affaires dans une vieille valise. Alma plaça soigneusement sa guitare dans un étui emprunté, Clara fit de même. Des amis du village se rassemblèrent pour leur dire au revoir. Doña Carmen pleura comme s'ils étaient ses propres petits-enfants. Don Jacinto leur glissa un vieux recueil de chansons entre les mains. Peu importe où la vie vous mène, dit-il, Puerto Chacabuco sera toujours votre foyer. Durant le voyage vers Saint-Jacques, les sœurs marchaient en silence, les mains jointes. Don Ernesto regardait par la fenêtre, se demandant si ce serait la dernière fois qu'elles voyageraient ensemble en famille. À leur insu, leur histoire ne faisait que commencer et les liens qu'elles avaient tissés pendant 15 ans se révéleraient plus forts que n'importe quel document juridique. Le tribunal aux affaires familiales de Santiago grouillait de caméras et de journalistes. À la table des plaignants étaient assis Ricardo et Patricia Guerrero, le visage marqué par des années de chagrin. Le regard de Patricia était vide, comme terni par une surdose de médicaments, son avocat, une figure imposante, se tenait à ses côtés. Face à eux se tenait don Ernesto, vêtu de son unique costume, flanqué de Silvana, qui avait accepté de le représenter bénévolement. Entre eux, Alma et Clara, vêtues des robes simples mais élégantes choisies par Silvana. La juge Carmen Moral, réputée pour son impartialité, a ouvert la séance. Nous sommes ici pour statuer sur la garde d'Alma et Clara Guerrero, a-t-elle annoncé. Cette affaire concerne l'abandon, la falsification de documents et, surtout, l'intérêt supérieur des mineurs. L'avocat des Guerrero s'est levé le premier. Votre honneur, mes clients sont les parents légitimes. Ils ont signalé la disparition des filles il y a 15 ans et ont énormément souffert.
Nous demandons le retour immédiat de la garde. Sylvana prit ensuite la parole. Votre honneur, je souhaite démontrer que ces enfants ont été abandonnés intentionnellement dans des circonstances mettant leur vie en danger. Le juge acquiesça et Sylvana appela Teresa Moral, l'ancienne gouvernante de la famille, à la barre. D'une voix tremblante mais déterminée, Teresa raconta le projet de Ricardo de vendre les jumeaux nouveau-nés et la fuite désespérée de Patricia vers le port. Il les traitait comme des marchandises, affirma-t-elle. L'avocat de Guerrero s'y est opposé, qualifiant son témoignage de oui-dire. Sylvana a souri calmement. Elle a ensuite produit des relevés bancaires révélant les dettes accablantes de Ricardo, des contrats avec des prêteurs illégaux et des dossiers médicaux détaillant le placement forcé de Patricia. Elle a ensuite convoqué le médecin qui avait soigné Patricia. Madame Guerrero est arrivée avec des signes évidents de violence conjugale, a témoigné le médecin. Son insistance sur le fait que ses filles avaient été volées, et non perdues, était sincère. Finalement, ce fut le tour de Don Ernesto. Il s'avança vers la barre, les mains tremblantes, mais sa voix sonnait juste. « J'ai trouvé ces bébés flottants dans la mer, dit-il. Ils étaient emmaillotés avec soin, quelqu'un les aimait suffisamment pour les sauver. » Le juge lui demanda pourquoi il n'avait pas signalé la découverte. Il baissa la tête. « J'avais peur. Je venais de perdre ma femme. Elles m'ont donné une raison de vivre. » Puis ses yeux s'illuminèrent. « Ces 15 années ont été les plus belles de ma vie. Elles ont rempli mes journées de rire, de motivation, d'amour. Je les ai élevées comme mes propres petites filles. » Le juge moral se tourna vers les sœurs. « Alma et Clara, vous pouvez parler. » Les filles se levèrent, les mains jointes. « Votre honneur, » commença Alma d'une voix ferme, « nous savons que Don Ricardo et Doña Patricia sont nos parents biologiques. Mais Don Ernesto est notre père dans tous les domaines qui comptent. Il nous a élevés, aimés, nous a appris à être de bonnes personnes. Si vous nous laissez le choix, nous souhaitons rester avec lui. » Clara hocha la tête, les larmes aux yeux. « Il nous a sauvés. Nous ne pouvons pas l'abandonner maintenant. » Après une suspension d'audience de 2 heures, le silence s'est installé dans la salle d'audience pendant que la juge morale rendait son verdict. Ce tribunal conclut que M. Ricardo Guerrero a mis ses filles en danger en tentant de les vendre. Tous les droits parentaux de M. Ricardo Guerrero sont par la présente annulés. L'état mental de Mme Patricia Guerrero ne lui permet pas d'exercer la garde. Compte tenu des souhaits clairs des enfants et des soins exceptionnels qu'ils ont reçus, j'accorde la garde légale à M. Ernesto Mendoza. Des applaudissements ont éclaté. Alma et Clara ont embrassé Don Ernesto, qui a versé des larmes de soulagement. Le juge a ajouté, de plus, le fonds fiduciaire des mineurs sera débloqué immédiatement. Alma et Clara Guerrero sont les héritières d'un héritage considérable de leurs grands-parents maternels. 3 mois plus tard, un camion de déménagement gravissait en grinçant l'allée escarpée d'une imposante demeure de Las Condé. Don Ernesto, Alma et Clara les suivaient dans une petite voiture, s'émerveillant des jardins, de la vue sur les montagnes et des vastes pièces qui allaient devenir leur demeure. « Tu es sûr, grand-père » demanda Don Ernesto en franchissant le porche en pierre polie. « Cette maison est trop belle pour un vieux pêcheur comme moi. » Alma se détourna du siège passager avec un sourire chaleureux. « Sans toi, nous n'aurions rien eu. C'est notre maison, et ta place est ici. » Clara serra la main du vieil homme. « Attends qu'on ait fini de décorer, tu ne reconnaîtras pas cet endroit. » Et ils avaient raison. Dans cette grande demeure, liée par l'amour plutôt que par le sang, leur nouvelle vie commençait, preuve que la famille est bien plus que des noms sur le papier, et que les liens les plus forts se forgent dans le cœur. Au cours des semaines qui suivirent, les 2 sœurs se mirent au travail, déterminées à transformer chaque recoin de cette froide et élégante demeure en un foyer chaleureux et accueillant, témoignant pleinement de leurs humbles origines. Dans le grand salon, elles drapèrent les filets de pêche que Don Ernesto avait rapportés de Puerto Chacabuco et les tirent en tapisserie raffinée. Elles troquèrent les élégants meubles en cuir noir et vert contre de profonds fauteuils moelleux aux tons ocre, posés sur des cadres en bois rustiques et chaleureux. Au mur, elles disposèrent des photographies du port qui avait façonné la vie de leur grand-père, Don Ernesto penché sur la coque d'un bateau, ses mains usées par le temps réparant adroitement les boiseries, les sœurs, enfants, riant entre les stands de la foire, et le soleil plongeant sous l'horizon infini, peignant la mer d'or fondu. La cuisine, qui avait autrefois ressemblé à un laboratoire stérile, avec ses appareils électroménagers inhabituels clignotants et ronronnants, débordait désormais de vie. Des pots en terre cuite bordaient les étagères ouvertes, et des bocaux en verre contenaient des mélanges maison de cumin, de paprika et d'origan. Un parfum envoûtant d'empanada et de cazuela bouillonnante flottait dans l'air,
chaque recette étant soigneusement transmise par la défunte épouse de Don Ernesto. Au rez-de-chaussée, où le vieil homme ne pouvait plus monter les escaliers avec aisance, ils créèrent un salon spécial donnant directement sur le jardin. À l'intérieur, ils installèrent sa précieuse radio et une pile de guides de pêche, ainsi que le vieux rocking chair dans lequel il avait autrefois chanté des berceuses à ses petits-enfants. À l'extérieur, le jardin devint leur plus belle œuvre. Elles firent appel à des jardiniers locaux et, ensemble, elles sculptèrent un étang paisible, à la surface tachetée de carpes coillées de nénuphars. À côté, elles plantèrent des légumes et des herbes aromatiques tomates, basilic, coriandre et aménagèrent un coin douillet, meublé de bancs en bois, où les sœurs pouvaient jouer de la guitare à ciel ouvert. Être ici, c'est comme avoir un petit bout de Puerto Chacabuco en plein Santiago, remarqua Clara un après-midi en arrosant délicatement les jeunes plants de tomates. Non loin de là, Don Ernesto découvrit son point de vue préféré, une chaise patinée par le temps sous la large canopée de l'avocatier, d'où il pouvait contempler la douce symphonie du jardin et écouter les jeunes filles répéter leurs chansons. Le week-end, ses anciens compagnons de pêche passaient, émerveillés par la fusion harmonieuse du luxe et de la simplicité. « Qui aurait cru, dit Jacinto, un ami, que tu finirais par vivre comme ça ?» Don Ernesto rit doucement, les yeux brillants. « Pas comme un roi, corrigea Théil, mais comme l'homme le plus heureux du monde. » Pendant ce temps, les sœurs trouvaient leur place dans le quartier et s'inscrivaient dans une école privée voisine. Au début, leurs camarades chuchotaient sur leur histoire particulière, mais elles gagnèrent rapidement le respect grâce à une humilité sincère et à un talent musical indéniable. Alma se découvrit une passion pour ses études, ses rêves se tournant vers le droit et le désir de défendre des familles comme la leur, tandis que Clara commençait à composer des chansons inspirées de leur parcours, ses paroles célébrant un amour sans bornes qui transcende les liens du sang. Un producteur de musique locale eut vent des compositions de Clara et lui proposa d'enregistrer un album. Les dimanches devinrent sacrés, la famille partageait un déjeuner copieux, puis s'installait sous l'avocatier pour des concerts improvisés. Don Ernesto apprit même à jouer des maracas, se secouant au rythme des voix de ses petites filles. Un après-midi, alors qu'elles rangeaient leur collection grandissante de photos, Clara tomba sur une image qui lui serra le cœur, un portrait souriant de Patricia, leur mère biologique, pris avant que leur vie ne se complique. « Tu penses qu'on devrait lui rendre visite ?» demanda Clara, légèrement tremblante, en montrant la photo à Alma. Sa sœur la regarda, les yeux doux. « Un jour, dit-elle, quand nous serons prêts et quand elle le sera aussi. » Don Ernesto, qui écoutait depuis sa chaise, s'écria, « Souvenez-vous, mes filles, le pardon n'est pas pour les autres, il est pour vous. Le moment venu, nous partirons ensemble. » Ainsi, le manoir, autrefois simple symbole de richesse matérielle, se transforma en quelque chose de bien plus riche, un foyer bâti sur la gratitude, une famille choisie et un amour indéfectible. Au cours des 5 années suivantes, les arbres du jardin grandirent, le verger produisit des fruits à profusion et les murs absorbèrent l'écho des rires, des conversations et des mélodies. À l'époque, Don Ernesto était âgé de 85 ans. Son corps, désormais fragile, portait pourtant l'éclat intact d'un esprit vigoureux et lumineux. Les sœurs, tout juste 20 ans, s'organisaient pour veiller sur lui jour après jour, entre 2 cours à l'université ou une séance en studio. Elle revenait toujours à la maison, désireuse de lui lire des extraits des manuels de droit d'Alma ou de lui présenter le fruit du travail de Clara, Les enfants de la mer, dont le succès au Chili et ailleurs résonnait comme un hymne à la force des familles hors du commun. Les recettes de l'album étaient intégralement reversées à des associations aidant les enfants vulnérables, témoignages vivants des valeurs qu'il leur avait transmises. Un dimanche d'automne, alors que l'air portait déjà la fraîcheur mordante, Don Ernesto s'éveilla plus affaibli qu'à l'accoutumée. Pour la première fois depuis des mois, il demeura au lit, cependant, son cœur resta le même. « Continuez votre vie, mes filles », leur intima-t-il d'une voix sereine. « Ne modifiez pas vos habitudes pour moi. » À leur retour, cet après-midi-là, elles le trouvèrent paisible, immobile, le regard égaré sur le jardin qu'il chérissait tant. « Ma respiration est lente, mais calme », murmura Alma en s'approchant de la fenêtre. Clara, de son côté, serra doucement la main de leur grand-père. « Je suis là », lui souffla-t-elle. Il esquissa un demi-sourire, les paupières à demi closes. « Regardez cette lumière de coucher de soleil, elle sublime chaque plante. » La nuit venue, alors que la maison se gorgeait d'obscurité, chacune des sœurs vint border Don Ernesto, comme jadis, lorsque les cauchemars venaient hanter leur sommeil d'enfant. Dans ce dernier instant, il les enveloppa d'une dernière étreinte, empreinte d'une tendresse infinie. « Ces 20 années passées à vos côtés, chuchota Théil, ont été le plus beau cadeau que la vie m'ait offert. Vous m'avez sauvé bien plus que je ne vous ai jamais sauvé. » Les larmes d'Alma brillaient au creux de ses joues, tandis que Clara, la voix tremblante,
lui promettait « Tu seras avec nous encore tant d'années ». Il lui rendit son étreinte, la main serrée, « Je serai toujours là, mes petites. À chaque note de musique que vous jouerez, chaque fois que vous choisirez l'amour plutôt que la peur, je serai présent. » Dans le silence enveloppant la chambre, Don Ernesto s'endormit pour la dernière fois, quittant ce monde avec la sérénité d'un voyageur regagnant son port. Les funérailles se tinrent à Puerto Chacabuco, selon son souhait, et la ville tout entière se rassembla sur le quai où, 20 ans plus tôt, il avait trouvé les deux orphelines. Là, ses cendres furent offertes à l'étreinte éternelle de la mer, mêlée aux vagues qu'il avait tant aimées. Quelques jours plus tard, alors qu'elle rangeait ses affaires, Alma et Clara découvrirent dans la table de chevet un vieux carnet de cuir usé. À l'intérieur, d'une écriture tremblante, 20 lettres, rédigées chaque année à la date de leur anniversaire. Chacune faisait revivre un moment clé, premier pas hésitant, victoire foraine, succès scolaire, grande traversée du pays. Jamais un mot sur les épreuves, seulement la fierté, la gratitude et l'amour inconditionnel d'un grand-père comblé. La dernière lettre, datée d'un mois avant son départ, résumait tout son message. « Mes chères petites filles, si vous lisez ces lignes, c'est que je ne suis plus là pour vous enlacer. Sachez que ma vie s'est accomplie grâce à vous. Où que vos pas vous mènent, quel que soit le chemin parcouru, gardez toujours en mémoire que vous avez été aimés à chaque instant. Cet amour, ma présence, vous accompagneront pour toujours. » Aujourd'hui, les deux sœurs demeurent dans la maison qu'elles ont transformée. Chaque décembre, elles retournent fêter Noël à Puerto Chacabuco, dans la « Maison Bleue » de Don Ernesto, devenue un centre communautaire animé où les enfants du quartier apprennent la musique gratuitement. Alma, désormais avocate, soutient les familles en difficulté via sa propre fondation. Clara, musicienne de tournée, offre des cours de guitare aux jeunes défavorisés. Toutes deux portent en elles l'héritage de la mère, deux naufragées devenues filles, guidées par l'amour infini d'un homme extraordinaire, prêtes à semer à leur tour compassion et harmonie dans le monde.